Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous propose aujourd'hui une critique du jeu Kingdom Rush Rift in Time. Avant d'aller l'avant, je tiens à remercier la compagnie Lucky Duck Games qui a rendu cette vidéo possible. Alors c'est quoi Kingdom Rush Rift in Time? C'est un projet Kickstarter qui va débuter au début avril. Vous allez d'ailleurs pouvoir aller voir dans les commentaires en bas pour pouvoir voir tous les liens. Alors c'est un jeu en collaboration avec Ironhide Game Studios qui, le jeu est peut-être un peu familier, le petit jeu Kingdom Rush qui est un jeu de Tower Defense, donc une défense avec des tours comme ça on va se défendre, un petit jeu mobile très amusant d'ailleurs. La compagnie Lucky Duck aime aussi faire beaucoup de petits partenariats comme ça. On a vu récemment le jeu Jetpack Joyride, Mutants, aussi Vikings Gone Wild qui avait commencé toute cette saga-là. Donc c'est des petites adaptations de jeux très populaires, donc de jeux mobiles très populaires. Mais c'est quoi? Eh bien, bien entendu, c'est un jeu de Tower Defense. Donc, c'est un jeu où on va devoir défendre notre château. C'est un jeu totalement coopératif qui se joue de 1 à 4 joueurs. Et d'une durée d'environ, je dirais, ça dépend du scénario. Donc, je dirais à peu près aux alentours de 30 à 45 minutes. Et oui, je vous parle de scénario parce que c'est un jeu à scénario. Mais là, on tombe pas dans la catégorie des jeux Legacy, des choses comme ça. Mais on va aller immédiatement voir un aperçu des règles et après ça, je vais vous donner mon avis. Avant de continuer, je tiens à vous mentionner que tous les composantes que j'ai sont des composantes du prototype, un très beau prototype de Lucky Duck Games, mais ce n'est pas la version finale du jeu, donc il y a certaines composantes qui sont sujettes à changement. Et voilà, voici le jeu. Contrairement à l'habitude, au lieu de passer à travers toutes les règles, je vais vous montrer un peu comment le jeu se joue. Donc, en premier lieu, Kingdom Rush est un jeu de Tower Defense, donc on va devoir se défendre contre les envahisseurs et tenter de survivre. Le jeu utilise un système de scénario, donc là j'ai pas les scénarios finaux, mais ici voici bon l'exemple de scénario 1 avec la mise en place, scénario 2, des choses comme ça. Donc selon le scénario qu'on va faire, il va nous donner des conditions de victoire et des conditions de défaite. Donc chacun des scénarios va être différent. Et il faut voir aussi que les plateaux ici comme ça, donc selon le nombre de joueurs, il va être placé différemment. Donc, par exemple, ici, à 2 joueurs, on le placerait comme ça. Donc, on voit ici, il y a plusieurs pièces comme ça ici. Il y en a d'autres dans la boîte, différentes configurations. Mais ce qu'on va faire, la première étape, ça va être de placer le plateau de jeu avec la sortie comme ça ici. Chacun des scénarios va également venir avec une configuration de deck. Donc, il va falloir fabriquer un deck. Donc, selon ici, il y a différentes cartes. Donc, on va les placer comme ça et on va se faire une pile. Les cartes sont ici et je vous les montre. Donc, dans les cartes différentes, il y a des cartes de portal. Le but principal des scénarios va souvent être de vaincre le portal. Et si le portal réussit à sortir du plateau, eh bien, on va avoir perdu. Donc, on voit ici un paquet de petites cases comme ça avec des petites figures qui sont des monstres. Et on a aussi des monstres de différentes couleurs. Il y a des monstres verts qui sont assez faciles, des monstres jaunes et des monstres rouges, beaucoup plus difficiles à vaincre ceux-là. Donc, on voit ici le nombre de diamants qu'ils vont donner. Donc, plus ils sont forts, plus ils donnent des diamants. On a sur la carte différentes icônes et également certaines petites icônes comme ça qui sont des mots-clés. Je vous en montre quelques-unes rapidement ici, comme ça ici, un mot-clé différent. Et l'orientation de la carte va toujours être de façon à ce que ces lignes-là soient vers le bas. Donc ce qu'on va faire, c'est que selon le scénario, on va construire un certain deck qu'on va placer à l'entrée. Ou le petit spawn point, donc le point de sortie ici comme ça. Donc on va le placer, bon admettons dans le cas ici. Et on va devoir tirer certaines cartes aussi selon les scénarios. Donc, certains scénarios vont nous demander de mettre des monstres. Et ce qu'on va prendre, c'est des petites choses comme ça. Donc, des petits socles. Et on va placer les monstres comme ça. Parce que le jeu est un Tower Defense, il va y avoir différents monstres qui vont être sur le plateau de jeu et qui vont tenter de nous vaincre. Au fur et à mesure de la partie, les monstres vont être amenés à avancer. Et même des fois, si jamais ils sont trop collés, de sauter par-dessus les autres. Et on va devoir éviter qu'ils sortent ici. Parce que s'ils sortent, ils vont nous faire des points de dégâts. Donc, l'émission commence avec un certain nombre de points de vie. Donc, il ne faut pas que, si on veut, on descende à 0 point de vie. Sinon, on a tous perdu. Parce que le jeu est un jeu coopératif qui va d'ailleurs miser beaucoup sur la coopération des différents joueurs. Et lorsque une tuile va sortir, elle va faire des dommages. Mais maintenant, comment on fait pour vaincre ces petits monstres? C'est là que viennent les tours. Donc, les tours sont différentes cartes qu'on a ici, comme ça. Donc, dans la partie, elles vont être placées sur la table. Donc, il y en a de niveau 1, niveau 2, niveau 3, et il y en a plusieurs sortes différentes. Donc, nos sorties bombardement qui vont avoir différents petits polyomino comme ça. En début de partie, on va choisir tous un personnage. Et selon la mission qu'on a, parce que la première mission n'utilise pas le personnage, on n'utilise pas les petits héros qui vont avec là, mais sinon, le plateau de jeu va quand même nous fournir des informations très intéressantes sur le jeu. Donc, également, plus tard dans la partie, parce que chacun au premier scénario, on n'en a pas, on va débarrer des pouvoirs spéciaux qu'on va pouvoir utiliser avec notre héros si on réussit à les acheter. Mais la première mission n'utilise pas le héros,
inutile de vous dire que ça rajoute beaucoup au jeu. Mais on a également ici une petite séquence de tours. Je vais vous montrer un peu vite. Et ce qui m'intéresse, Starting Towers. Donc, les tours de départ. Selon le nombre de joueurs qu'on a, on va commencer avec un certain nombre de tours. Donc, exemple par ici, on commencerait avec 2 mages et également une bombarde. Ces tours-là vont être des tours qu'on va placer sur le plateau de jeu pour essayer de vaincre les ennemis. Donc, au courant de la partie, on va placer différentes tours un peu partout sur le plateau de jeu. Et les tours vont faire ce qu'ils essaient de faire, de réussir à vaincre des monstres. Chaque tour va nous dire exactement quel type de polyomino on va servir. Donc, le jeu est avec une panoplie de polyomino ici. Donc, il y en a toutes les sortes. Dans le cas présent, ce serait celle-ci. On replace les autres. Donc, la tour ici, comme ça, de mage, va lancer comme ça. Important à savoir, on ne peut jamais changer l'orientation de la carte, à part certaines cartes vont avoir cette icône-là qui va mentionner qu'on peut tourner la tuile. Mais sinon, à la base, on est pris avec, comme ça ici, dans l'orientation. Et chaque tour va également nous dire par où on va faire les dégâts. Donc, présentement, on a tous des tours avec des flèches par en haut, mais éventuellement, il y en a qui vont avoir des flèches diagonales comme ça. Il y en a également qui vont avoir différentes icônes. Ici, comme ça, on va voir tout au courant de la partie. Il y en a d'autres qui vont avoir 2 icônes. Ça veut dire qu'on va pouvoir attaquer plus loin. Je vais un peu dans le désordre, mais vous allez voir, ça fait du sens. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer avec les tuiles et on va devoir les placer sur le plateau de jeu comme ça, afin de vaincre les méchants. Lorsqu'une tuile va être remplie, donc complétée, donc il n'y aura plus aucun monstre, à ce moment-là, la tuile va être vaincue et on va pouvoir récolter les bénéfices qu'il y a là. Concernant la façon de mettre des tours, en début de partie, selon le scénario, encore une fois, on va placer ces petites cartes-là. Donc, c'est des petites cartes transparentes avec la couleur des joueurs. Donc, par exemple, ici, le joueur mauve ou le joueur jaune. Et selon chaque mission, en début de partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, selon le scénario, on va les placer à différents endroits. Donc, si on joue une partie, maintenant, à 2 joueurs, on va placer certains comme ça ici. Bon, je sors des exemples comme ça. Mais ça va être les endroits que les joueurs vont pouvoir placer des tours. Donc, quand on va les jouer, les tours, on va les placer dans un de nos socles à nous, comme ça ici. Et on va pouvoir choisir l'orientation. Encore une fois, lorsqu'il y a moins de joueurs, les joueurs en ont plus. Lorsqu'on joue à plus de joueurs, on a un petit peu moins de ces endroits-là, mais c'est de là qu'on va réussir à jouer nos tours. On arrive au vif du sujet. L'ordre, comment ça se passe? Eh bien, comme j'expliquais sur le plateau de jeu, il y a une petite séquence comme ça qui est très intéressante. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va jouer les tours. Donc, un peu comme je vous montrais, les joueurs vont regarder les tours qu'ils ont en main et vont pouvoir les placer sur leurs endroits partout sur le plateau. Donc, il faut vraiment que l'endroit ait une petite carte plastifiée de notre couleur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir aussi jouer les cartes héros. Moi, je vais expliquer un petit peu après. Ensuite, on va regarder si jamais il y a des plateaux qui sont terminés. Donc, la horde, ils vont être vaincus. On va pouvoir les enlever. Sinon, ici, après avoir détruit les plateaux qui sont complets, là, les monstres vont avancer. Les monstres vont souvent sortir du point de sortie ici, mais ça se peut que, selon les missions, il y en ait plusieurs. Donc, ça va commencer à mettre plus de pression. Et encore une fois, tous les monstres, donc, on commence toujours avec celui qui est le plus proche de la sortie, on les fait avancer. Et si jamais, advenant le cas où il y a un plateau comme ça qui peut passer, on va le chevaucher. Et ça, même si jamais il y en a 2, on passe par-dessus les 2 et on s'en va en avant de la file. Donc, il faut faire attention pour pas perdre de cette façon. Parce que sinon, les plateaux vont nous faire des points de dégâts et on risque de perdre la partie. Maintenant, on fait le spawn. Donc, encore une fois, selon le deck qu'on a préalablement préparé en début de partie, on va prendre la carte ici comme ça et on va en rajouter. Donc, c'est comme ça, on se fait constamment attaquer. Mais, il faut savoir qu'à un moment donné, on va arriver face au portal qui a été placé dans le paquet. Le portal est différent parce que ici il y a une case qu'on ne peut pas couvrir. Donc, d'aucune façon, on ne peut couvrir cette case-là. Sinon, il y a différents monstres comme ça. Et la tuile, comme ça ici, du portal, si elle quitte le plateau de jeu, donc elle est poussée à l'extérieur du plateau de jeu, c'est automatiquement une défaite. Et une dernière chose qui rend les choses un peu plus compliquées, ces cartes-là font en sorte que chaque fois qu'on les touche avec une tour, eh bien la tour est détruite. Donc, au lieu de revenir dans nos mains, elle quitte complètement la partie. Donc ça, c'est pour les cartes de portal comme ça. Et ça me mène ensuite vers la 5e étape, Upgrade Receive Tower Cards. Donc on va mettre nos tours à jour. Ce qui est intéressant, c'est que là, on se dit, bon, à chaque fois qu'on a des tours, on les place sur le plateau. Ensuite, à la fin du tour, ben, elles vont revenir dans nos mains. Mais si jamais on ne place pas ces tours-là, et c'est là que l'aspect coopération rentre vraiment en ligne de compte, parce que les cartes de tour qu'on n'a pas joué sur le plateau de jeu. Donc, quand les cartes en passant y arrivent, ils font automatiquement leurs dégâts. Donc, on lance les polyomino. Donc, c'est fait de relativement de manière simultanée. On se consulte, puis les cartes vont faire leur effet. Mais les cartes qu'on n'aura pas placées sur le jeu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer à notre voisin gauche. Donc, dans la section ici, Received Towers. Donc, ces tours-là vont être placés devant lui. Donc, il ne pourra pas les utiliser immédiatement. Mais à la fin du tour, il va se produire justement, ici comme ça,
By Upgrade Receive Tower Cards. Donc, on va prendre la carte ici. Donc, c'est une carte de niveau 1. Et on va l'échanger pour une carte de niveau 2. Donc, encore une fois, je ne les ai pas toutes placées sur le plateau de jeu, mais il y a plusieurs types différents. Et comme ça, ici, le mage niveau 2 serait un adepte. La carte originale est remise dans la défausse, mais on est rendu avec la carte adepte, donc une carte de niveau 2. Donc, cette fois-ci, au départ, on lançait un polyomino comme ça, et on peut le placer en avant. Maintenant, on lance un polymino un peu plus grand et on peut, si on veut, l'envoyer en diagonale. Donc, le premier joueur avait la carte de mage, il l'a donné au voisin et à la fin du tour, le voisin va le prendre et il va avoir une carte mise à jour niveau 2. Donc, ça favorise encore une fois la coopération parce que les cartes qu'on n'utilisera pas, on va les donner à notre voisin afin d'en faire bénéficier le groupe et ça, c'est un bel aspect coopératif. Bon, ensuite, on va prendre justement les cartes de tour. Donc, après les avoir mis à jour, on a des cartes, bon, exemple niveau 2 et à la fin, on va pouvoir acheter des Tower Cards, donc des tours ou des habiletés de héros. Parce que les monstres, lorsqu'ils nous vainquent, et en début de partie également, selon le scénario, on va avoir certains petits diamants comme ça. Les diamants peuvent être utilisés pour deux choses principalement. La première étant de pouvoir acheter une nouvelle tour. Donc, je vous parlais tantôt qu'on mettait les tours à jour, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Eh bien, la seule façon de le faire, c'est en passant les cartes aux voisins. Sinon, on peut recruter des cartes de niveau 1 en utilisant des diamants. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est que, encore là, selon le scénario, le premier scénario, il l'utilise pas, mais les héros vont également avoir des attaques et des habilités spéciales. Donc, on voit ici les cartes d'habilités spéciales, et en payant une gemme, on va pouvoir les acheter. Donc, on va les placer comme ça, et lorsqu'on les utilise, on va pouvoir les retourner comme ça. Les héros, également, ont une miniature qui va également être placée sur le plateau de jeu quand on va les déplacer. Comme ça, ils vont recouvrir certains espaces. Donc, les héros couvrent tous 4 espaces. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à la dernière phase, on peut acheter justement les cartes de tour ou acheter des nouveaux pouvoirs de héros. Et parlant des héros, ce sont des cartes spéciales qu'on va avoir. Les héros sont un peu différents parce que lorsqu'ils sont placés, bon, ils viennent ici comme ça, ils vont pouvoir se déplacer sur le plateau de jeu. Donc, principalement, idéalement, essayer d'aller affronter des monstres comme ça et se placer sur le plateau de jeu. En plus des polyomino, il y a également ici des petits soldats. Donc, les soldats sont un type d'unité qui est lancé donc, par la milice. Comme ça, si on regarde les cartes de milice ici, au lieu d'avoir des polyomino, c'est un petit soldat. Le petit soldat fonctionne différemment parce que lui, il va être placé, donc par exemple, si on serait comme ça ici, on enverrait le petit soldat et on va le placer, il couvre seulement une case. La particularité des soldats et également des héros, c'est que lorsque on va avancer la horde, donc quand on est rendu à la phase du jeu, qu'on avance les hordes et qu'ils se déplacent, à ce moment-là, si on a un soldat ou encore un héros, à la place, il n'avancera pas. Le soldat va être vaincu, la carte n'avancera pas. Mais les autres, par exemple, vont avancer. Donc, il faut faire attention. L'avantage de pouvoir essayer de placer nos petits soldats, c'est que de la minute qu'il y en a un, ben, le plateau de jeu n'avancera pas. Ça va limiter un peu les dégâts que les différents monstres vont pouvoir faire en s'approchant. Une dernière particularité des héros, c'est que comme les soldats, eux, ils vont faire en sorte que le plateau ne se déplace pas. Mais par exemple, le héros va prendre 1 point de dégâts. Et sur notre plateau de jeu, les héros ont un certain nombre de points de vie, ici comme ça. Si le héros est rendu à 0, à ce moment-là, il va devoir partir, il va devoir revenir vers ça un peu plus tard dans la partie. On peut également faire recover sur notre héros, donc c'est de réussir à le guérir un peu, c'est des petites actions spéciales que le héros peut faire. Donc, chaque scénario est différent, la mise en place est différente, mais va toujours suivre cette petite séquence de tours qui, au départ, on a l'impression que ça fait beaucoup, mais ça se passe très rapidement et tous les joueurs jouent de manière simultanée. Donc, tout le monde va jouer les cartes, on va placer les polyomino, ensuite, les monstres vont devoir avancer et on va devoir se protéger comme ça. Et voilà, ça fait le tour des règles de Kingdom Rush. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Donc, c'est un jeu coopératif, c'est un jeu aussi relativement familial. Donc, on va tout de suite placer ça là, le placer à la bonne place. C'est pas un jeu qui est compliqué, mais selon les scénarios, c'est un jeu qui offre quand même du challenge. La première partie que j'ai faite a été la partie tutoriel. Donc, si on veut, sans héros, c'est assez simple. On dirait qu'on est comme un peu sur l'autopilote. Je dirais que c'est la partie qui a été la moins bien reçue à ma table de jeu. Mais après ça, quand on commençait avec les différents scénarios, les héros, les pouvoirs comme ça, eh bien, bon, ça corrigeait beaucoup de petites choses. Mais, en gros, qu'est-ce que je pense de ce jeu-là, justement? Alors, le jeu est intéressant parce que, encore là, c'est un petit casse-tête. C'est un petit jeu avec des polyominoes. On en joue beaucoup, des jeux comme Patchwork, des choses comme ça. Les petites formes de Tetris. Moi, c'est quelque chose, personnellement, que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est certain que déjà là, le look de devoir couvrir certaines cases, on voit un petit côté puzzle que j'aime beaucoup dans les jeux. Encore une fois, c'est pas un jeu compliqué, mais c'est justement ça qui fait son charme. Parce que le jeu est accessible.
Les règles elles sont assez simples. Si on veut, sur le plateau de jeu également, on a un petit tête de jeu. Je dirais que les règles, un coup qu'on réussit à prendre le roulement, au départ, on regarde un peu là, les différentes phases de tour, mais un coup qu'on a assimilé ça, le jeu se joue quand même assez vite. Et c'est justement ce qui le rend amusant parce que le jeu, après si on veut, le contact initial, on va s'habituer un peu avec nos habiletés des tours, donc placer les polyominoes, essayer de les placer de différentes places, et aussi de pouvoir contourner les contraintes. Parce que j'en ai pas parlé dans mon explication de règles, mais certains monstres vont avoir différentes contraintes, donc des mots-clés qui vont faire en sorte que ils vont se déplacer plus vite, ou encore qu'ils vont faire du dégât aux héros qui sont adjacents, des choses comme ça. Il y en a également qui vont être protégés de la magie, donc si on a une tour qui fait du dégât magique, donc du dégât bleu, à ce moment-là, ben le monstre ne pourra pas être couvert comme ça. Fait que je dirais que avec la variété de petits monstres placés dans les plateaux comme ça, de différentes catégories aussi, on a quand même beaucoup de variété sur ce niveau-là. Sinon, des fois, il y a certaines missions que la pression est très très forte. Donc, les ennemis vont pousser, on va devoir stratégiquement placer des soldats pour pouvoir interrompre un peu le déplacement. Mais en interrompant le déplacement justement des plateaux, on ne fait pas du dégât à long terme parce que ultimement, on va enlever le petit soldat, on va enlever les petits soldats comme ça. Fait qu'il va falloir vraiment gérer de façon à ce qu'on réussisse à garder le contrôle sur ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose, un des gros plus du jeu. L'aspect coopératif est vraiment bien ressenti parce que, oui, certains de les joueurs placent ça comme ça. Des fois, je me dis, est-ce que ça aurait été mieux avec un petit côté compétitif? Mais je pense pas. Je pense que c'est l'essence même du jeu, c'est la coopération qui vient avec ça. Le fait de ne pas utiliser une tour pendant justement une phase de jeu et à la place la donner à son voisin de gauche. Pour que lui, ben, la tour va monter de niveau, elle va devenir niveau 2, et éventuellement, en groupe, on va pouvoir réussir à avoir de meilleurs outils pour pouvoir vaincre les monstres qui vont arriver. Donc, c'est peut-être un petit peu altruiste de penser à l'autre, mais c'est vraiment de la dynamique parce que c'est la seule façon d'avoir des tours mises à jour. On ne peut pas les acheter, donc il n'y a aucune façon d'acheter des tours de plus haut niveau. Les seules choses qu'on va pouvoir faire avec nos diamants, ça va être justement d'acheter des tours de niveau 1, mais ça va être à faire de pouvoir les augmenter. Aussi, lorsque le scénario 3 arrive, on débarre un nouveau type de tour, donc une tour de niveau 4. Bon, il y en a une seule, elle est très très puissante, mais on va le placer comme ça. Donc, encore là, les scénarios nous offrent des petites choses. Puis là, ben, ce qu'on avait, c'est des scénarios, si on veut, préliminaires. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que la campagne complète va nous réserver, les différentes choses qui vont pouvoir débarrer. C'est vraiment une copie de prototype que j'avais. Donc, j'ai fait un peu avec ce que j'avais, mais j'ai trouvé le concept très intéressant. Puis c'est une base sur laquelle ils peuvent s'étendre beaucoup. Donc, il y a une possibilité de mettre beaucoup de scénarios, différentes configurations de decks, des choses comme ça. Donc, ça va augmenter ou varier, si on veut, la difficulté de partie en partie. En gros, un petit jeu très très sympathique. Comme je dis, j'aime les petits puzzles comme ça. Je dirais que le jeu était amusant pour ça. Le plateau modulaire, il n'y a pas deux parties qui se ressemblent, les scénarios, des choses comme ça. C'est certain que ça reste un jeu très très simple. Ça reste un jeu très accessible. Donc c'est certain qu'on ne s'attend pas à avoir une grosse profondeur ou de jouer à un gros héros. C'est un beau petit jeu de Tower Defense. Puis c'est ce qui est le fun avec Lucky Duck, c'est que ça reflète beaucoup le type de jeu qu'ils veulent faire. Donc le jeu de l'application mobile, si jamais vous ne l'avez pas essayé d'ailleurs, allez l'essayer. Encore là, ça donne un petit pace de jeu plus léger. Puis ça, ben, c'est très très rafraîchissant parce que c'est très familial puis c'est très facile à sortir. Donc, mon avis, un gros 2 pouces en l'air, un petit jeu bien sympathique qui peut sortir avec un grand éventail de joueurs. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!